Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour finir ce mois de décembre et cette première saison, je vous propose non plus mes coups de cœur, mais des contes de Noël. Voici un nouveau conte, tiré du livre de Noël de Selma Lagerlöf, écrivaine suédoise, première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Il est intitulé Le piège à rats. Il était une fois un homme qui parcourait le pays pour vendre de petits pièges à rats en fil de fer. Il les confectionnait lui-même, à ses moments perdus, et se procurait le matériel en quémandant auprès des commerçants ou dans les grandes fermes. Cela dit, son commerce était loin d'être lucratif, et pour subsister, il était obligé d'avoir recours à la mendicité ainsi qu'à de petits larcins. Ses vêtements n'étaient que loques flottant sur son corps, ses joues étaient creuses, et la faim brillait dans ses yeux. On ne peut imaginer à quel point la vie peut paraître triste et morne pour un tel cheminot, marchant au long des routes, en proie à ses propres réflexions. Pourtant, cet homme avait un jour trouvé une pensée qu'il estimait réellement divertissante. Il réfléchissait évidemment à ses pièges à rats, quand l'idée lui était soudain venue que le monde entier autour de lui, le monde entier avec ses pays, et ses mers, ses villes et ses villages, n'était rien d'autre qu'un grand piège à rats. Ce monde n'existait que pour présenter aux gens des appâts. Il offrait des richesses et des réjouissances, des maisons et de la nourriture, de la chaleur et des vêtements, tout comme un piège à rats offrait fromage et lard, et dès que quelqu'un se laissait tenter jusqu'à toucher l'appât, il se refermait sur lui, et tout alors était terminé. Le monde ne lui ayant pas été particulièrement généreux, cette manière de penser en mal lui procurait un extrême plaisir. Et durant maintes marches empreintes de tristesse, cela devint pour lui une occupation plaisante que de penser à des gens qu'il connaissait, qui s'étaient ainsi laissés prendre dans ce piège dangereux, et aux autres, qui en étaient encore à tournicoter autour de l'appât. Par une soirée sombre, avançant ainsi sur une route, il aperçut une petite maison grise au bord de la route, et il frappa à la porte pour demander asile pour la nuit. On ne le lui refusa pas. Au lieu des mines renfrognées qui d'ordinaire l'accueillaient, le propriétaire, un vieil homme sans femme ni enfant, fut heureux de trouver quelqu'un avec qui parler et meubler sa solitude. Il mit prestement la marmite de gruau à chauffer sur l'âtre et lui offrit le souper. Puis il tailla un morceau de sa carotte de tabac, si gros qu'il emplit largement la pipe de l'étranger et la sienne. Pour finir, il sortit un vieux jeu de cartes et joua au meunier avec son hôte jusqu'à l'heure du coucher. Le vieux était aussi peu économe de confidences que de gruau ou de tabac. Son hôte apprit ainsi rapidement que du temps de la prospérité, le vieux avait été journalier à la forge de Ramsro et avait aussi travaillé à la ferme elle-même. Maintenant qu'il n'avait plus la force de travailler, c'était sa vache qui le nourrissait. Oui, cette vache-là était excellente. Elle arrivait à fournir quotidiennement du lait à la laiterie. Et ce dernier mois, on lui avait donné pas moins de 30 couronnes en paiement. L'étranger dut afficher un air sceptique, car le vieux se leva, s'approcha de la fenêtre, prit une bourse en cuir suspendue à un clou sur le chambranle, et en sortit 3 billets froissés de 10 couronnes. Il les brandit devant les yeux de son hôte, hocha la tête d'un air important, puis les refourra dans la bourse. Le lendemain, les 2 hommes se levèrent de bonne heure. Le journalier était pressé de traire sa vache, et l'autre estimait sans doute qu'il ne pouvait pas rester au lit quand le maître de maison était debout. Ils quittèrent la maison ensemble. Le journalier ferma la porte et mit la clé dans sa poche. L'homme au piège à rats dit au revoir et merci, et là-dessus chacun partit de son côté. Pourtant, une demi-heure plus tard, le vendeur de piège à rats se tenait à nouveau devant la porte. Il n'essaya cependant pas d'entrer. Il s'approcha de la fenêtre, cassa un carreau, glissa sa main à l'intérieur et s'empara de la bourse contenant les 30 couronnes. Il prit l'argent et le mit dans sa poche. Puis il remit soigneusement la bourse en cuir à sa place et quitta les lieux. Reprenant son chemin avec cet argent en poche, il se trouva assez satisfait de son astuce. Il se disait certes que dorénavant et pour quelque temps, mieux vaudrait pour lui ne pas fréquenter les routes et plutôt gagner les forêts. Cette solution ne lui causa aucune difficulté durant les premières heures. Mais plus tard dans la journée, la situation changea, car la forêt dans laquelle il était entré était si vaste qu'on s'y égarait facilement. Il essaya bien de marcher en conservant une même direction, mais les sentiers se tordaient curieusement dans tous les sens. Il marcha et marcha, mais sans jamais atteindre l'orée de la forêt, et pour finir, il commença à comprendre qu'il n'avait cessé de tourner en rond dans la même partie de la forêt. Peu après, il se souvint de ses réflexions sur le monde et le piège à rats. Son tour était venu maintenant. Il s'était laissé leurrer par un appât et avait été coincé.
La forêt tout entière, avec ses troncs et ses branches, ses broussailles et ses chablis, se dressait autour de lui, telle une prison infranchissable de laquelle il ne pourrait jamais s'échapper. Le mois de décembre était bien avancé. L'obscurité emplissait déjà la forêt, en augmentant les dangers et du même coup sa tristesse et son désespoir. Finalement, ne sachant que faire, il s'affala par terre, totalement épuisé et pensant que sa dernière heure était arrivée. Mais à l'instant même où sa tête se posait contre le sol, il entendit un bruit, un martèlement vigoureux et régulier. On ne pouvait s'y tromper. Il se redressa. Ce sont les coups de marteau d'une forge, pensa-t-il. Il doit y avoir des gens tout près. Rassemblant alors ses dernières forces, il se releva et partit d'un pas mal assuré en direction du bruit. La forge de Ramsro, aujourd'hui abandonnée, était, il n'y a pas si longtemps encore, une grande forge, avec des fonderies, des laminoirs et une forge à barre. L'été, de longs convois de péniches et de chalands, lourdement chargés, suivaient le canal, qui débouchait dans un grand lac, et en hiver, les routes aux alentours de la forge étaient noires de la poussière de charbon qui s'échappait des tombereaux. Au cours de l'une de ces longues et obscures nuits qui précèdent Noël, le maître forgeron et son apprenti se trouvaient assis devant le fourneau de la forge, plongés dans l'obscurité, attendant que le fer cru, déposé dans l'âtre, fût prêt pour l'enclume. Régulièrement, l'un d'eux se levait pour remuer la masse incandescente avec un long tisonnier, et revenait ensuite, trempé de sueur, bien que, comme le voulait l'usage, il ne portât en tout et pour tout qu'une longue chemise et une paire de sabots. Sans cesse, l'on pouvait percevoir dans la forge de nombreux bruits, le gros soufflet qui grinçait, le charbon brûlant qui crépitait. L'apprenti bourrait bruyamment le fourneau de charbon. Dehors, le torrent grondait et un violent vent du nord cinglait de pluie les tuiles du toit. Tous ces bruits, sans doute, firent que les forgerons ne remarquèrent pas qu'un homme avait ouvert la porte et était entré, avant que celui-ci fût tout près de l'âtre. Il n'était certes pas inhabituel que de pauvres hères, faute de meilleur logis pour la nuit, fussent attirés vers la forge par la lumière qui réussissait à filtrer à travers les carreaux couverts de suie, et finissent par entrer pour se réchauffer auprès du feu. Les forgerons ne jetèrent donc sur le nouveau venu qu'un regard distrait et indifférent. Il ressemblait à tous ceux de son espèce, avec sa longue barbe, ses vêtements sales et loqueteux, et portait des pièges à rats en guirlande sur son torse. Il demanda la permission de rester, et le maître forgeron hocha la tête avec condescendance, mais sans lui adresser le moindre mot. Le vagabond non plus ne dit rien. Il n'était point entré pour parler, mais pour se réchauffer et dormir. En ce temps-là, la forge de Ramsro appartenait à un propriétaire très distingué, dont le souhait le plus ardent était de fournir le marché en fer de grande qualité. Jour et nuit, il veillait à ce que le travail fût fait aussi bien que possible, et il passa justement à cet instant dans la forge pour une de ses tournées nocturnes. La première chose qu'il vit fut bien entendu le grand loqueteux, qui s'était mis si près du fourneau que la vapeur montait de ses guenilles trempées. Le maître de la forge, cependant, n'en resta pas, comme le forgeron, un regard distrait et dédaigneux. Il s'approcha tout près de lui, le dévisagea, et lui arracha brusquement son chapeau mou pour découvrir son visage. « Toi, Nils Olof !» s'exclama-t-il. « Mais dans quel état tu es ?» Jamais auparavant, l'homme au piège à rats n'avait vu le maître de forge de Ramsro, dont il ne connaissait d'ailleurs même pas le nom. Mais il eut l'intuition que si ce monsieur distingué le prenait pour une de ses vieilles connaissances, il avait une chance de recevoir quelques couronnes. Et c'est la raison pour laquelle il ne chercha pas tout de suite à le sortir de sa méprise. « Oui, hélas, je suis tombé bien bas, dit-il. »« Tu n'aurais pas dû quitter le régiment, dit le maître de forge. C'est là ton erreur. Si j'avais encore été en service à cette époque-là, jamais cela ne serait arrivé. Bon, eh bien maintenant tu vas rentrer avec moi, évidemment. » Se rendre au manoir de la forge et y être accueilli comme un vieux camarade de régiment n'était cependant pas pour plaire au vagabond. « Non, Dieu m'en garde, dit-il, en ayant l'air tout effrayé. Car il pensait aux 30 couronnes. Monter au manoir, c'était littéralement se jeter de plein gré dans la gueule du loup. Il désirait seulement dormir ici dans la forge, pour s'éclipser ensuite le plus discrètement possible. Le maître de forge pensa que l'homme se sentait gêné du fait de son aspect misérable. « Ne va pas imaginer que ma demeure soit si distinguée que tu ne puisses t'y montrer, dit-il. Élisabeth est morte, tu l'as peut-être déjà appris. Mes filles sont à l'étranger. Il n'y a personne à la maison, à part ma fille aînée et moi-même. Nous venions justement de dire qu'il était triste de ne pas avoir d'invité pour Noël. Allez, maintenant, viens avec moi, tu nous aideras à manger les plats de Noël. » Mais l'étranger dit non, et encore non. Et le maître de forge comprit qu'il devait s'incliner. « On dirait que les capitaines de cavalerie von Stahl préfèrent passer la nuit chez toi, Sterlstrom, dit-il au maître forgeron en pivotant sur ses talons. Mais il riait tout seul en partant. Et les forgerons, qui le connaissaient, comprirent qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Une demi-heure à peine s'écoula avant qu'on entendit, devant la forge, le bruit des roues d'une voiture,
et qu'un nouveau personnage fit son entrée. Ce n'était pas le maître de forge, cette fois-ci, mais sa fille. Il l'avait en effet envoyée, espérant qu'elle serait plus capable que lui de persuader le vagabond. Elle entra, suivie d'un domestique qui portait sur le bras un grand manteau de fourrure. Elle n'était pas vraiment belle et avait plutôt l'air assez insignifiante et timide. Dans la forge, tout continuait comme précédemment. Le maître forgeron et son apprenti étaient toujours assis sur leur banc, fer et charbon rougeoyaient dans l'âtre. L'étranger s'était allongé par terre, la tête sur un lingot de fer et le chapeau tiré sur les yeux. Dès que la jeune fille l'aperçut, elle alla lui soulever son chapeau. L'homme, apparemment habitué à ne dormir que d'une oreille, se redressa vivement, l'air extrêmement effrayé. « Je me nomme Elda Wilmenson, dit la jeune fille. Mon père est rentré et m'a raconté que monsieur le capitaine préférait dormir ici, dans la forge, cette nuit. Mais je l'ai prié de me permettre de venir vous chercher. Je suis si désolée que vous soyez ainsi en proie aux difficultés. » Elle le regardait, de la compassion plein ses yeux lourds. Et elle remarqua alors que l'homme avait peur. Soit il a volé, soit il s'est évadé de la maison d'arrêt, pensa-t-elle, en ajoutant très vite. « Monsieur le capitaine de cavalerie, soyez assuré que vous pourrez quitter notre logis aussi libre que vous y serez entré. Mais je vous en prie, restez avec nous pour le réveillon de Noël. » Elle dit cela si aimablement que le marchand de pièges à rats s'estima en confiance avec elle. « Jamais je n'aurais pu penser que vous vous dérangeriez personnellement, mademoiselle. Je vous suis. » Il accepta le manteau de fourrure que le domestique lui tendit en s'inclinant profondément, le jeta par-dessus ses haillons et suivit la jeune fille jusqu'à la voiture, sans gratifier d'un seul regard les forgerons étonnés. Néanmoins, de sombres pressentiments l'assaillirent durant le trajet. « Bon sang, pourquoi ai-je volé son argent à l'autre vieux ?» pensa-t-il. « Me voilà maintenant pris au piège, et jamais je ne m'en sortirai. » Le lendemain était le jour du réveillon de Noël, et quand le maître de forge entra dans la salle à manger pour prendre son petit déjeuner, il pensait sans doute avec plaisir à son vieux camarade de régiment, retrouvé de manière si inattendue. « Maintenant, il s'agit en premier lieu de veiller à ce qu'il ait autre chose que la peau sur les os, dit-il à sa fille, qui s'affairait autour de la table. Ensuite, je veillerai à ce qu'il s'occupe autrement qu'à courir le pays pour vendre des pièges à rats. C'est étrange qu'il soit tombé dans la déchéance à ce point, dit la fille. Hier, j'ai eu l'impression que rien en lui ne témoignait d'un passé d'homme cultivé. Sois patiente, ma fille, dit le père. Dès qu'il sera propre et soigné, tu verras autre chose. Hier, il ne se sentait gêné, évidemment. Ses manières de vagabond le quitteront en même temps qu'il quittera son costume de vagabond. Au moment même où le maître de forge prononçait ces mots, la porte s'ouvrit et l'étranger entra. Oui, maintenant il était propre et soigné, certes. Le domestique l'avait baigné, lui avait coupé les cheveux et rasé la barbe. On lui avait donné un costume simple mais plaisant, de ceux qui appartenaient au maître. Et il portait une chemise blanche, au col empesé, et des chaussures montantes. Le maître de forge, cependant, en dépit de la jolie tenue de son hôte, n'avait pas l'air content. Il le contemplait en plissant le front, car si l'on peut aisément comprendre qu'à la lueur incertaine de la forge, il avait pu commettre une erreur sur l'étranger, maintenant que ce dernier se tenait là, en plein jour, il était impossible de le prendre pour son ami d'autrefois. « Que signifie ceci » gronda-t-il. L'étranger ne fit aucune tentative pour essayer de dissimuler. Il avait immédiatement compris que c'en était fini de la splendeur. « Ce n'est pas ma faute, monsieur le maître de forge, dit-il. Jamais je n'ai prétendu être autre chose qu'un pauvre marchand, et je vous ai supplié de pouvoir rester dans la forge. Mais aucun mal n'a été causé. Tout ce qu'il reste à faire, c'est que je me remette mes haillons et m'en aille. »« Bon, » dit le maître de forge, légèrement hésitant, « ce jeu n'était quand même pas parfaitement honnête, avouez-le. Et ça ne m'étonnerait guère si le commissaire rural désirait discuter un peu de l'affaire. » Le vagabond avança de quelques pas et cogna son poing fermé sur la table. « Maintenant, permettez-moi de vous dire de quoi il retourne, monsieur le maître de forge. Tout ce monde n'est qu'un gigantesque piège à rats. Tout ce qu'on vous offre de bon, ce n'est que croûte de fromage et lardons arrangés pour entraîner un pauvre hère à sa perte. Et si maintenant le commissaire doit venir m'arrêter pour cette histoire, sachez qu'un jour pourrait venir où vous-même aurez envie d'un bon morceau de lard et resterez enfermé dans le piège. » Le maître de forge éclata de rire. « Voilà qui n'est pas si mal dit, l'ami. Peut-être allons-nous laisser le commissaire tranquille pour le réveillon, mais il va falloir que tu t'en ailles le plus vite possible. » Mais au moment où l'homme allait ouvrir la bouche, la fille prit la parole. « Je trouve que cet homme devrait rester avec nous aujourd'hui, » dit-elle. « Je ne veux pas qu'il s'en aille. » Et ce disant, elle alla refermer la porte. « Que diable fais-tu là » dit le père. La fille avait l'air embarrassée. Plantée là, elle ne savait comment répondre. Ce matin, elle s'était sentie heureuse, en pensant à la manière dont elle allait préparer un réveillon agréable pour ce pauvre hère affamé. Elle n'arrivait pas à abandonner l'idée aussi vite, et c'était pour cela qu'elle venait de plaider en faveur du vagabond. « Je pense à cet étranger, » dit la jeune fille. « Il marche et marche tout au long de l'année. Il n'existe peut-être pas un seul endroit dans tout le pays
où il soit bienvenu et puisse se sentir en paix. Où qu'il aille, on le chasse. Il craint sans cesse d'être arrêté et interrogé. Je voudrais tant qu'il puisse bénéficier d'un jour de paix ici, chez nous. Un seul dans toute l'année. Le maître de forge marmonna quelque chose dans sa barbe. Il n'arrivait pas à se résoudre à la contredire. Tout ceci était effectivement une erreur, poursuivit-elle. Mais je trouve en tout cas que nous ne devrions pas chasser un homme que nous avons invité et à qui nous avons promis la joie de Noël. Tu prêches mieux qu'un prêtre, dit le maître de forge. J'espère seulement que tu n'auras pas à le regretter. La jeune fille prit la main de l'étranger et l'invita à prendre place. « Asseyez-vous et mangez, dit-elle, car elle avait bien compris que son père lui avait cédé. L'homme au pyjama ne dit pas un seul mot. Il s'assit seulement et se servit. Et sans cesse il regardait la jeune fille qui venait d'intercéder en sa faveur. Pourquoi avait-elle agi ainsi? Quelle sale histoire pouvait-il y avoir là-dessous? Ensuite, la journée du réveillon à Ramsro se déroula à peu près comme toutes les autres. L'étranger ne gênait pas beaucoup, puisqu'il ne faisait que dormir. Toute la matinée, il resta allongé sur le canapé d'une des chambres d'amis et dormit d'une traite. Vers midi, on le réveilla pour qu'il ait sa part de bons plats de Noël. Mais ensuite, il dormit à nouveau. On aurait dit que jamais, depuis des années, il n'avait pu dormir aussi tranquillement et paisiblement qu'ici, à la forge de Ramsro. Le soir, quand on alluma le sapin, on le réveilla une nouvelle fois, et il resta un moment planté, au milieu du salon, à cligner des paupières, comme si la lueur lui faisait mal. Puis il disparut encore, et 2 heures plus tard, on le réveilla à nouveau. On l'invitait à se rendre dans la salle à manger pour déguster le poisson et le riz au lait. Dès qu'ils se furent levés de table, il fit le tour de ses hôtes, pour les remercier, et leur souhaiter une bonne nuit. Quand il fut devant la jeune fille, celle-ci lui dit que son père tenait à ce que le costume qu'il portait restât le sien en cadeau de Noël. On ne lui demandait pas de le rendre. Et s'il avait envie de passer le Noël suivant quelque part, où il pouvait se reposer en paix et être sûr que rien de mal ne lui arriverait, il pouvait revenir. L'homme au pyjama ne répondit rien à ceci. Il ne fit que regarder la jeune fille, les yeux écarquillés de stupéfaction. Le lendemain matin, le maître de forge et sa fille se levèrent de bonne heure pour se rendre à la messe du matin. Leur hôte dormait encore et ils le laissèrent dormir. Lorsque vers 10 heures, ils revinrent de l'église, la jeune fille avait la tête plus basse que jamais cela ne lui était arrivé. Car à l'église, elle avait appris que l'un des anciens journaliers de la forge s'était fait voler par un homme qui vendait des pyjamas. « Oui, en voilà un bon gars que tu as fait entrer chez nous, » dit le père. « Je me demande combien de cuillères en argent il nous reste encore dans l'armoire à l'heure qu'il est. » À peine la voiture s'était-elle arrêtée devant l'escalier que le maître de forge demanda à son domestique si l'étranger était encore là. Et il ajouta aussitôt qu'il venait d'apprendre à l'église que l'homme était un voleur. Le domestique répondit que l'homme s'en était allé et qu'il n'avait absolument rien emporté. Au contraire, il avait laissé un petit paquet que mademoiselle Wilmanson serait vraiment aimable d'accepter comme cadeau de Noël. La jeune fille ouvrit le paquet, si mal emballé que le contenu apparut immédiatement. Elle poussa un cri de joie, car elle venait de découvrir un pyjama avec, dedans, 3 billets de 10 couronnes froissées. Mais il y avait autre chose que cet argent. Dans le pyjama se trouvait aussi une lettre, maladroite et écrite d'une grande écriture anguleuse. « Noble et respectée mademoiselle, considérant que toute la journée, vous avez été aussi aimable avec moi qu'avec un capitaine de cavalerie, je tiens à être aussi aimable avec vous en retour, comme si j'étais un véritable capitaine de cavalerie. Parce que je ne veux pas qu'on vous reproche que votre invité de Noël était un voleur, alors je vous demande de rendre l'argent à ce vieux, qui habite en bordure de la route, et garde sa bourse suspendue au chambranle, comme un appât pour les pauvres cheminots. Le pyjama, c'est un cadeau de Noël de la part d'un rat qui aurait été pris dans le piège de ce monde s'il n'avait pas été promu capitaine de cavalerie, parce qu'alors, il a eu la force de s'en sortir. Signé avec amitié et grand respect. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture.